La banane, l'ananas made in Cameroun, deux spéculations qui ont donné de l'aura au Cameroun. Aujourd'hui, le poivre blanc de Penja dans le littoral se hisse aussi parmi les produits les plus prisés du monde. Dans l'optique d'accroître son autosuffisance alimentaire, le Cameroun a opté pour d'importantes réformes structurelles à travers une panoplie de programmes, dont le programme Agropole est le fleuron. Depuis 2012, année de sa mise en route, cet instrument institutionnel a créé des pôles de production agricoles et agro-industriels dans toutes les régions du pays. De nombreux bassins de production sont opérationnels sur l'étendue du territoire national. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec la démocratisation des pratiques d'élevage du poisson d'eau douce, la chute drastique de l'alvéole 2, la disponibilité sans cesse croissante du tourteau de soja made in Cameroun. Ce grâce aux prouesses sans cesse remarquables des agropoles. Mais le gap entre l'offre et la demande en produits de grande consommation reste préoccupant. Juste moulu ou écrasé dans un mortier, le poivre de Penja donne du plaisir gustatif aux fins gourmets. Il jouit aujourd'hui d'un succès culinaire universel. Et pour comprendre cette originalité, il faut se plonger dans une partie du littoral. Ici, nous sommes dans ce que nous avons baptisé le parc à bois, sur une superficie de 5 hectares. Donc, les agropoleurs ont sacrifié cet espace pour en faire un espace de recherche-développement. En ce sens qu'ici, nous voulons avoir la maîtrise de la semence, parce que nous sommes convaincus que si vous ne maîtrisez pas la filière semence, vous ne pouvez pas vous engager dans le business de l'agriculture. Ici également, nous développons des techniques sur des itinéraires propres à l'agropole et que nous entendons à l'avenir divulguer à l'ensemble des autres porteurs de petits projets en ce qui concerne le poivre. Ces itinéraires techniques consistent en des associations culturelles. Donc ici, vous allez voir derrière nous l'association Poivre, Bananier, Plantain et Macabo. Donc également, nous avons des itinéraires techniques sur la sortie du tout chimique, donc la gestion des sols et de l'enherbement pour en faire plutôt une source de fertilisation. Nous avons développé un système d'andin que vous verrez également, qui est notre source de ravitaillement de nos poivriers annuellement pour compenser les exportations dues à la grande production que nous enregistrons. Si nous commençons par la maîtrise de la semence, il était question pour nous de faire un grand saut. Au moment où nous avons travaillé sur ce projet, nous partions sur un référentiel de 5 à 6 tonnes, à 5 à 600 kg de poivre par hectare. C'était la moyenne. Et notre défi, c'était d'atteindre 2 tonnes par hectare. Et nous avons exposé notre problème au gouvernement. Il nous a fait confiance et nous a dirigés vers le programme Agropole. Et notre challenge, c'est est-ce que nous sommes capables, de porter la production à 2 tonnes et plus par hectare. Aujourd'hui, je suis capable de dire oui. Est-ce que nous sommes capables de produire un poivre qui est orienté vers l'exportation en ce qui concerne la coloration, sa granulométrie et sa présentation commerciale? Je peux dire oui, parce que nous avons réussi à maîtriser les semences qui donnent les meilleurs taux de conversion en termes de poivre vert, poivre blanc, une blancheur exceptionnelle, un arôme typique de tous les arômes du poivre de Penja, mais aussi surtout la présentation commerciale, une granulométrie exceptionnelle, calibrée au vrai standard. Ça, nous l'avons reçu et nous avons extrait 2 variétés qui arrivent à ces standards. Nous avons également développé pour le marché local
la variété petit grain, mais à fort pouvoir de croissance apicale, qui peut atteindre 5 à 6 mètres au bout de 6 ans. Et avoir un fût largement suffisant pour vous porter la production, qui actuellement sur ce genre de poivre, on est à 500-600 kg, à une tonne et demie. Penja, commune située dans l'arrondissement de Njombe, dans le Mungo, région du littoral, abrite une population estimée à 40 000 habitants, essentiellement cosmopolite. L'agriculture y représente la principale activité génératrice de revenus. Comme le Bordeaux en France, le poivre fait la fierté des populations de Penja. L'aspect fertilisation des sols déjà saturés n'est pas à négliger. Nous avons également regardé le problème de fertilisation. Dans notre petite idée, quand nous écrivions le programme, il était dit qu'il fallait dans l'itinéraire mettre de très fortes quantités d'engrais. Les premiers résultats que nous avons eus, les très fortes quantités d'engrais altéraient le goût du poivre. Et depuis 2015, nous avons arrêté de mettre des engrais, d'utiliser que la matière organique issue, soit des feuilles de bananier, soit des feuilles du tuteur, des lagages et des désherbages manuels, pas chimiques, pour avoir le couvert végétal et faire de la matière organique. 5 ans après, je peux dire qu'on n'est pas dessus. Parce que le taux de conversion s'est même plutôt amélioré. Nous étions à 25% au moment où nous mettions les engrais. Donc, pour 100 kg de poivre vert, nous obtenons 25 kg de poivre blanc avec les engrais. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, pour 100 kg de poivre vert, nous faisons 30 à 32 kg. Ça veut dire que la matière organique nous a plutôt apporté le rendement que de nous ruiner en termes tel qu'on avait peur. Donc là aussi, on est vraiment calé dans notre tête. Grâce au dynamisme des membres, l'agropole poivre de Penja, l'activité tient la route. On assiste à une véritable mutation dans ce secteur, à la grande satisfaction des producteurs. Le grand progrès que nous avons eu à faire, c'est le problème du stress hydrique. Le poivrier, ces 2 premières années, normalement, doit être irrigué. À défaut d'irrigation, il faut trouver une plante de couverture et qu'elle soit sous ombrage. Donc les 2 premières années, le poivrier doit être sous ombrage. Nous avons essayé d'utiliser plusieurs plantes et celle qui nous a paru la plus efficace, c'est le bananier plantain. Parce que les ravageurs du bananier plantain ne sont pas les mêmes que ceux de la famille des piperacées que nous connaissons comme famille des poivriers. Alors là, cette association nous permet, comme vous verrez, de faire l'ombrage et passer les 2 premières années avec une croissance accélérée en saison sèche, sans irrigation. Nous avons réglé la densité, nous sommes à 2000 pieds par hectare pour le poivrier. Nous mettons 1000 pieds de bananier plantain. Et la grosse surprise que nous avons eue, c'est que les résultats que nous avons là-dedans, avec la matière organique que ça génère, et le fait qu'on fasse 0 tillage, on fait juste le butage, nous permet d'avoir des régimes de 20 à 25 kg. Vous allez voir les régimes qui sont là-dessus, sans engrais. Donc cette association, vraiment, elle nous donne satisfaction. Parfois, pour exploiter au mieux les sols, on est obligé de céder à l'association des cultures qui s'acceptent sans que cela n'ait aucun impact sur la production. Au contraire. Mais comme il y a toujours de l'espace en bas, et qu'il y a également une culture qui prend de l'ampleur, enfin qui a tendance à disparaître dans le Mungo, et que nous voulons qu'elle prenne de l'ampleur, je vais m'expliquer. Le macabo. Les gens sont de plus en plus demandeurs de macabo. Le macabo, c'est une plante qui aime l'ombrage, comme le poivre. On s'est dit, pourquoi ne pas glisser aussi le macabo en dessous? Et nous sommes en train de le faire. Et depuis 2 ans, nous observons, il n'y a pas encore d'interaction négative. Donc le macabo se comporte bien sous le bananier et le poivrier se comporte bien sous le macabo et sous le poivrier.
Et nous avons des résultats qui nous permettent de croire que l'itinéraire que nous avons choisi, les variétés que nous avons pu sortir, nous permettent à l'agropole aujourd'hui de passer du tonnage référentiel qui était 500 à 600 kg à 2 tonnes. Petite incursion dans le monde du soja. Une légumineuse qui apporte beaucoup dans l'alimentation animale et en termes de protéines chez les humains. Agropole s'est engagé à accompagner les producteurs qui ont décidé d'aller main dans la main pour un rendement optimal. Les aspects communautaires consistent à l'accompagnement des producteurs qui sont structurés en coopérative dans 4 secteurs et 13 zones de vulgarisation. Nos zones de vulgarisation sont marquées par les villages de production, dans les bassins de production. Au niveau de chaque zone, il y a un vulgarisateur qui a les moyens pour se déployer sur le terrain, à savoir les motos, le carburant conséquent et la motivation aussi qui va avec. Donc, dans chaque zone, on a les objectifs de production qu'on assigne à ces zones, à ces vulgarisateurs. Et ceci se fait aussi par rapport au préfinancement en intrants qu'on pose au niveau des communautés, des paysans, et puis l'estimation de production. Au début, on a commencé avec une seule zone. Avec la seule zone nous donnée, on avait dans les 60, 100 tonnes approximativement avec toutes les difficultés. Et d'année en année, les paysans eux-mêmes, au vu des résultats qu'on obtenait, de la satisfaction que les paysans qui se sont impliqués avec nous, c'est eux qui nous faisaient l'appel, ils venaient vers nous, ils proposaient des terres, ils proposaient vraiment, ils nous présentaient les atouts de leur localité. Et là, je me dis que ce projet qui maintenant, on est autour de 12 000 hectares de superficie qu'on a financé. Et ce qui fait que je vous dis, au bas mot, on attend 15 000 tonnes. Parce que la production reste encore, le système de production artisanal. Même comme on a amélioré la qualité de travail au niveau de la récolte, parce que nous, on attaque les aspects, les difficultés que les paysans nous disent. Pour eux, s'aimer et récolter, ce n'est pas un problème, c'est battre qui est un problème. C'est pour cela que nous avons fait venir les batteuses, qui réduit énormément la pénibilité du travail. Avant, la seule culture industrielle qu'ils avaient, c'était le coton. Maintenant, ils ont des alternatives. Ils savent que la production de soja est déjà contractée, c'est déjà vendu avant la production. Et ça fait qu'ils font un ouf. Et en plus, à notre niveau, le paiement ne tarde pas. Dès que c'est pesé, c'est enlevé, le paiement suit immédiatement. Au fil des ans, le bilan donne à se réjouir. Même si quelques difficultés jonchent l'itinéraire de la production du soja. Mais la difficulté qu'on a, c'est la sécurisation de la production au niveau des paysans. Parce que vous savez, le Nigeria, c'est un grand consommateur de tout ce qu'on peut produire. Et ça fait qu'il siphonne la production des paysans. Ça fait que moi, je sollicitais au pouvoir public de nous aider à protéger la production. Vous savez, les paysans sont... L'être humain est sensible à ce qu'il voit en cash. Et facilement, il peut oublier le contrat qui le lie à son partenaire.
L'ambition pourtant, c'est de faire du Cameroun le modèle dans la production du soja dans la sous-région. Le potentiel de production, il est là parce que le climat, la qualité du sol y va. Les producteurs, ici avec notre climat, la production se fait presque à 0 francs. Parce que le sol, les paysans n'utilisent même pas les engrais. Ils n'utilisent pas les insecticides ni les fongicides pour faire le soja, pour protéger le soja. Cela, c'est par rapport à notre zone agroécologique. Le soja est vraiment très sollicité sur le terrain. Donc vraiment, si l'État, les bailleurs, de quelque nature que ce soit, nous donnent l'appui, vraiment le Cameroun sera un modèle, ne serait-ce que dans la sous-région. C'est pas petit ce qu'on fait parce que nulle part dans la sous-région, je crois, on peut avoir 20 000, 30 000 tonnes de soja. Bon, je dis ça, je voyais à la télé en Côte d'Ivoire, le gouvernement venait de mettre 45 milliards pour relancer la filière soja. Pour faire quelle production, il parlait de 40 000 tonnes de soja. Alors que nous, avec nos modestes moyens, on est à peu près à 20 000 tonnes avec les soja, avec les producteurs. Donc il suffit qu'on ait, on ne peut pas avoir 45 000, mais il faut qu'on ait un appui conséquent pour que le Cameroun soit le leader en soja dans la sous-région. Pourquoi pas en Afrique? Pour produire plus, il faut penser à la modernisation par la mécanisation de l'activité. La formation des producteurs aussi est une nécessité. Nous avons ici le scénario qui nous a été offert par le projet Agropole qui nous aide non seulement dans l'augmentation des surfaces cultivables, mais également par les autres méthodes telles que le battage. Avant la campagne, nous les entretenons dans la formation. Dans la formation technique, comment semer en ligne, comment entretenir les champs. Et après, nous les accompagnons dans la récolte et la commercialisation. La spéculation ananas a elle aussi son mot à dire dans ce vaste chantier entrepris par les programmes Agropole. Les seigneurs de la terre entendent produire plus, question de répondre à la demande nationale et internationale. Après avoir tergiversé beaucoup, maïs, pommes de terre, manioc, ainsi de suite, nous sommes tombés avec un petit groupe d'à peu près 15 personnes dans la culture d'ananas. Chemin faisant, nous sommes rentrés dans, n'est-ce pas, dans le marché qui a plus de valeur à nos yeux à ce moment-là, qui était le marché international. Nous avions fait donc de l'exportation depuis 2001. On a démarré par 150 tonnes en l'année 2001, l'année d'entrée dans l'exportation d'ananas sur l'Europe. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 1000 tonnes pour le groupe uniquement ananas. Maintenant, lors des évolutions également, nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, on stagnait. Il n'y avait plus d'avancée du tout. On s'est rendu compte que plus il y avait la demande, moins nous avions la capacité de produire et de pouvoir satisfaire cette demande, tant qu'au plan national que sur le plan international. Eh bien, une manne serait tombée, en notre avis, qui était le programme Agropole. Et nous nous sommes rapprochés vers ce programme pour pouvoir résoudre ce problème essentiel. Et je vais vous dire, dans le problème que nous voudrions résoudre à ce moment-là, c'était d'abord augmenter la production, pas seulement pour UNAPAC, mais pour l'ensemble d'agropoleurs
qui se sont liés à UNAPAR. Donc, certains sont transformateurs, d'autres sont essentiellement des commerçants, c'est-à-dire qui vendent et exportent, et puis les producteurs. Nous avions pensé à l'aspect transformation. Et cet aspect transformation était fondamental dans nos problèmes parce qu'en fait, de plus en plus, nous constations que le marché était peut-être bon à un certain moment et très mauvais à d'autres. Et donc, quand c'était mauvais à d'autres, on se retrouvait avec un certain nombre de produits qui étaient forcément jetés, il faut le dire ainsi. Et on s'est dit, avec la transformation, on pourrait apporter de la valeur à ce produit-là. Voilà les problèmes qui nous ont amenés à retrouver Agropole. Je vais aller rapidement l'aspect résultat. Qu'est-ce que nous avions eu depuis que nous sommes à Agropole en 2015 ou 2015? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8500 tonnes que nous produisons déjà. Donc on est passé au-dessus de nos objectifs déjà. En termes de main-d'œuvre, en fait, nous sommes passés à 300, autour de 600 personnes qui travaillent de manière directe chez les agropoleurs et qui travaillent également de manière indirecte passant par les artisans. Parler de la formation, l'exemple qui vient de l'école technique d'agriculture de Bingela, dans la Mefouéakon, région du centre, est fort édifiant. Le programme prévoit 80% de pratique et 20% de théorie. En pratique, nous avons les outils, les attelages. Nous avons autour de 16 attelages. On commence donc par les attelages de défrichement. Donc vous voyez le champ. On commence au défrichement. Ils utilisent la scotillette ou le cultivateur pour défricher. Après le défrichement, on prend la charrue. Et on a deux types de charrues ici, charrue à soc et charrue à disque. Ils doivent maîtriser les deux charrues pour labourer. Après les labours, il faut émietter ou bien émouter le sol. On prend le pulvériseur. Ils utilisent donc le pulvériseur pour émietter. Après avoir émietté, on prend, si c'est le maïs, on prend le semoir à maïs. C'est 4 rangs. Ils commencent donc à planter le maïs avec le semoir. Quand on finit le maïs, on fait la toison avec la tarière foreuse, ainsi de suite. Les faits recherchés, c'est déjà la création d'emplois décents dans les villages. Ces jeunes qui viennent faire moto-taxi en ville, lorsqu'ils conduisent les tracteurs, ils ont des revenus aussi élevés, particulièrement s'agissant de cette cuvée. Elle est là pour accompagner l'embouche bovine dans le Mayo Bagno et dans le Mbere, dans la Damawa. Donc ces jeunes vont accompagner les éleveurs pour faire des champs fourragers. Bien évidemment, ils pourront faire d'autres choses parce que le tracteur, après avoir fait 10, 15, 20 hectares de champs fourragers, le tracteur est là. Dans le Mbere, on fait beaucoup d'igname, on fait beaucoup de manioc, de très bons manioc. Donc ils vont également labourer, même pour la patate douce. Dans le Mayo Bagno, on fait également beaucoup de maïs, ils vont les accompagner. Au-delà de ça, ça c'est les deux pour ce qui est de l'embouche bovine. Nous avons un gros projet de production, un minimum de 1000 hectares de champs de maïs dans la localité de Nyamboya, c'est toujours dans la Damawa, à Bankim. Il faut bien que ces tractoristes qui sont là puissent labourer. On ne peut pas faire 1000 hectares de champs de maïs en semant à la main, en labourant à la main. Ou même la semence que nous allons faire dedans, parce que nous venons d'acquérir une castreuse, la première après la Côte d'Ivoire en Afrique noire, qui va nous aider à faire de la semence de maïs, qui nous a coûté 3 milliards il y a 1 ou 2 ans. Nous allons faire cette semence ici au pays. À côté d'eux, il y a les femmes bébènes dans le oignon qui font dans le manioc. Donc nous voulons booster parce que nous avons trouvé, en échangeant avec les femmes du oignon dans la localité d'Atok, où il y a du très bon manioc, qu'il conviendrait d'essayer de ravitailler la ville de Yaoundé à partir de ce précieux manioc. Ils l'appellent là-bas l'or blanc.
qui se passe juste de l'autre côté du pont quand on est au niveau d'Ayos. Donc ces jeunes que nous formons aujourd'hui, que nous voyons sortir aujourd'hui de ce centre de formation, c'est pour accompagner ces femmes dans le labour de ces champs. La question de financement, de la durabilité ou de la soutenabilité des programmes Agropole reste une préoccupation qui n'est pas spécifique au programme, mais à l'ensemble des projets et programmes d'accompagnement de l'entreprise privée. Durant quelques années, la question du financement, au regard des enjeux et attentes que ce programme aura développé, a été une réelle préoccupation.